Bonjour tout le monde, nous allons faire l'électrocardiogramme et avant de commencer, je vous demanderai d'aller sur ce site, télécharger le cours, le lire attentivement pour pouvoir suivre plus facilement. L'électrocardiogramme, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur sur un papier millimétré. Et donc, l'électrocardiogramme est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur sur un papier millimétré. L'abréviation internationale, c'est ECG. Parfois, dans les anciennes publications, nous pouvons lire EKG. Nous allons faire un petit rappel sur l'activation du cœur. Savoir que le cœur contient des cellules qui sont douées d'automatisme. L'automatisme le plus rapide et l'automatisme dominant en principe sur un cœur, c'est l'automatisme du nœud sinusal. Ce sont des cellules un peu particulières situées en haut et à droite de l'oreillette droite. Elles ont la capacité de décharger ou de s'auto-stimuler entre 50 et 100 fois par minute au repos. Et en fonction des détecteurs de pH, d'oxymétrie ou de température, peuvent augmenter cette fréquence jusqu'à une fréquence théorique maximale de 220 moins l'âge de la personne. Et donc, un patient de 20 ans, ça serait 220 moins 20. Il pourrait augmenter sa fréquence cardiaque jusqu'à 200 battements par minute. Lorsque ce nœud sinusal va décharger, va décharger des potentiels d'action qui vont se propager de proche en proche sur les deux oreillettes, donnant un vecteur commun qui va se diriger en bas et à gauche. Arrivé au niveau du plancher interauriculo-ventriculaire, qui est un plancher fibreux et qui ne conduit pas, cette stimulation va s'arrêter. Pour pouvoir être transmise au niveau des ventricules, il faudrait qu'elles s'engouffrent dans un petit trou sur ce plancher qui contient des cellules un peu particulières. Ce sont les cellules du nœud auriculo-ventriculaire. Elles ont la capacité, lorsqu'elles reçoivent cette stimulation, de la maintenir un petit peu avant de la transmettre, ce qui va permettre de réaliser un délai entre la stimulation des oreillettes et donc la contraction des oreillettes et la stimulation des ventricules et donc la contraction des ventricules. Ensuite, cette dépolarisation qui sera transmise grâce au faisceau de His avec ses branches droite, gauche, antérieure, postérieure jusqu'au myocarde ventriculaire, et la liaison entre ce faisceau de His et le myocarde ventriculaire se fait grâce à un réseau de Purkinje. Ce réseau, il est étalé au niveau de tous des deux ventricules. Les deux ventricules reçoivent la stimulation, la dépolarisation au même moment, à quelques millièmes de seconde près. À savoir que le septum interventriculaire sera le premier à être dépolarisé de la gauche vers la droite. Ensuite, c'est les deux ventricules qui seront dépolarisés avec un vecteur commun de dépolarisation des deux ventricules qui se dirigera vers la gauche puisque le ventricule gauche est plus épais et demandera plus et développera plus d'activité électrique pour sa contraction. Et enfin, en dernier, une petite portion du ventricule droit qui est située sous l'abouchement de l'artère pulmonaire, qu'on appelle l'infundibulum pulmonaire, qui va être dépolarisé quelques millièmes de seconde après. La nomenclature de l'ECG. L'ECG, c'est d'abord une onde P qui représente la dépolarisation des oreillettes, un segment PQ
qui représente le temps où la dépolarisation est à l'intérieur du nord auriculo-ventriculaire et du faisceau de His, le QRS qui représente la dépolarisation des ventricules avec ces trois ondes, Q, qui est l'onde négative qui précède l'onde positive dans un QRS, l'onde R qui est l'onde positive dans un QRS, et l'onde S qui est l'onde négative qui suit l'onde positive sur un QRS. Si nous avons une seconde onde positive, ça serait R', une seconde onde négative, ça serait S'. Ce point-là de jonction entre les oreillettes et les ventricules, c'est ce qu'on va appeler le point de jonction entre le QRS et le segment ST, on va appeler le point J. Le segment ST et l'onde T qui représente la repolarisation des ventricules. La repolarisation des oreillettes, elle est noyée à l'intérieur de ce QRS. L'onde U, qu'on voit parfois, et qui n'a aucune signification pathologique. Comment obtient-on ce tracé? Tout simplement en utilisant des électrodes. Les électrodes qui peuvent fonctionner soit en unipolaire, c'est-à-dire que là où elles sont vont regarder directement le cœur, comme par exemple l'électrode que nous allons mettre au niveau du poignet droit, du poignet gauche ou de la cheville, vont regarder directement le cœur. Soit en fonctionnant en bipolaire, c'est-à-dire qu'elles vont regarder le cœur à travers une ligne qui va joindre l'autre électrode. Donc, elles peuvent regarder le cœur comme ça, elles peuvent regarder le cœur comme ça. Ces électrodes, elles fonctionnent comment? Lorsqu'elles voient venir la dépolarisation, ils vont enregistrer une onde positive. Lorsque ces électrodes, donc une électrode fuit, lorsqu'elles voient la dépolarisation fuir, vont enregistrer une onde négative. Et plus la direction de cette dépolarisation, qu'elle vient ou qu'elle part, est dans l'axe de regard de l'électrode, plus l'amplitude elle est importante, soit en positif, soit en négatif. Et plus elle est déviée, plus l'amplitude elle est basse, jusqu'au point où lorsque le mouvement de la dépolarisation est perpendiculaire au regard de cette électrode, l'électrode enregistrera une onde nulle, à savoir 0. Et donc, par exemple, si l'électrode est ici, à gauche du cœur, elle verra tout d'abord venir vers elle la dépolarisation des oreillettes. Elle va inscrire une onde positive. Ensuite, va voir fuir la dépolarisation septale. Elle va inscrire une onde négative, ça sera l'onde Q. Ensuite, les deux ventricules, et donc une grande onde qui va venir vers l'électrode, et donc ce sera une onde positive. Et puis, une onde qui va fuir son regard, et ce sera une onde négative. C'est le principe du QRS. Par contre, lorsqu'on est à droite, nous allons voir une onde fuir, et donc une onde négative, l'onde P serait négative. Ensuite, une onde venir, une onde R, et donc là, l'onde R représentera la dépolarisation septale. Une onde fuir, c'est l'onde S, qui représentera la dépolarisation ventriculaire. Et puis, la dépolarisation de l'infundibulum pulmonaire sera perpendiculaire au regard de cette électrode qui est située ici à droite, et donc n'inscrira rien du tout, et ça sera un 0. Et donc, ici, nous aurons un QRS formé par une onde R et une onde S, tout simplement. Je reviens
à la méthode d'enregistrement, il nous faut, ça c'est la photo du premier ECG, et vous voyez qu'il se faisait juste avec les 3 électrodes, c'était des bassines plutôt, au niveau des 2 mains et du pied gauche, le pied droit étant posé par terre. Actuellement, les appareils sont plus compacts, avec plus d'électronique. Alors, pour enregistrer un électrocardiogramme, il nous faut tout d'abord un patient. Le patient doit être en résolution musculaire, à savoir allongé et au repos, torse nu. Nous allons placer les électrodes périphériques au niveau des 2 poignets et de la cheville gauche. La cheville droite, nous pouvons mettre l'électrode neutre qui est reliée à la terre. Donc, ces 3 électrodes vont fonctionner soit en unipolaire, nous donnant la dérivation VL, VR et VF, soit en bipolaire, nous donnant la dérivation D1, la dérivation D2 et la dérivation D3. Et puis, nous avons des électrodes précordiaux que nous allons mettre au niveau du précordium à des emplacements bien précis pour analyser le plan horizontal. Tout à l'heure, c'était le plan frontal avec les 6 dérivations périphériques. Là, c'est le plan horizontal. Le plan frontal, c'est haut, bas, droite, gauche. Le plan horizontal, c'est antérieur, postérieur et toujours droit, gauche. Ça sera V1, 4e espace intercostal parasternal droit, V2, 4e espace intercostal parasternal gauche, V3 entre V2 et V4, V4, 5e espace intercostal, la ligne médioclaviculaire, V5, 5e espace intercostal, ligne axillaire antérieure, et V6, 5e espace intercostal, la ligne axillaire moyenne. En tout, nous allons avoir 12 dérivations. Et l'électrocardiogramme standard comporte 12 dérivations. Nous pouvons ajouter d'autres dérivations, comme par exemple les dérivations droites ou les dérivations postérieures. Ces électrodes, nous avons vu comment elles fonctionnaient. Maintenant, elles vont être reliées à cet appareil grâce à des câbles. Et cet appareil, il a la particularité où il est réglé pour pouvoir inscrire une onde positive ou négative lorsqu'il perçoit une activité électrique avec l'étalonnage suivant, 1 millivolt par centimètre, et il va faire dérouler le papier millimétré à 25 mm par seconde. Ce papier millimétré, il est caractérisé par des petits carreaux de 1 mm sur 1 mm et des gros carreaux de 5 mm sur 5 mm. En ayant connaissance de comment fonctionnent les électrodes, et lorsque nous regardons le cœur à différents points sur le plan frontal, nous pouvons savoir exactement, grâce aux amplitudes des ondes, quelle est la direction exacte du vecteur commun de dépolarisation, que ce soit des oreillettes ou des ventricules. Et pour cela, pour avoir une projection dans l'espace avec des degrés, nous allons utiliser le double triaxe de Bailey qui nous dit que le 0 degré se situe au niveau de D1 et que tout ce qui monte, c'est en négatif et tout ce qui descend, c'est en positif. Vous voyez la projection des différentes dérivations. Enfin, nous arrivons à la méthode d'analyse de l'électrocardiogramme. Nous allons prendre l'exemple de cet électrocardiogramme et nous commençons. Étape 1.
la date et l'identification. Cet électrocardiogramme est daté du 2 janvier 2020, mais il n'est pas identifié. Il n'y a pas de nom de patient dessus. Deuxième étape, vérifier l'étalonnage. Vous voyez ici, cet aspect représente 1 millivolt. Est-ce qu'il fait 1 cm? Oui, il fait 2 gros carreaux et donc 1 cm de hauteur. Ici, nous sommes sur l'étalonnage de 1 millivolt par centimètre. Pour la vitesse de déroulement du papier, c'est 25 mm par seconde. Lorsque nous avons 25 mm par seconde, nous avons quoi? Nous pouvons convertir le millimètre ici. Le petit carreau va faire 0,04 secondes. Et le gros carreau va faire 0,2 secondes. 5 gros carreaux vont faire 1 seconde. Et donc, deuxième étape, nous allons dire qu'il s'agit d'un étalonnage standard avec 1 millivolt par centimètre et 25 mm par seconde. Troisième étape, le rythme est-il sinusal? Pour savoir si le rythme est sinusal, il nous faut 3 critères. Le premier, c'est les ondes P positifs en D1 et D2. Deuxième critère, chaque QRS est précédé d'une onde P. Troisième critère, l'espace PR constant. Il ne varie pas. Il s'agit bien d'un rythme sinusal. Est-il régulier? Il faut vérifier l'équidistance des ondes R. Est-ce qu'elles sont équidistantes? Oui. Il s'agit d'un rythme sinusal régulier. Quelle est la fréquence cardiaque? Ici, la fréquence cardiaque sera calculée en mettant 300 divisé par le nombre de gros carreaux entre R et R. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 gros carreaux, 5 gros carreaux, disons 4 petits carreaux. Donc 4 gros carreaux et 4 petits carreaux. Ça nous fait 4,8 gros carreaux. 300 divisé par 4,8 va nous donner à peu près 64 ou 66. 64, je crois. Je continue. Et donc, il s'agit d'un rythme sinusal régulier à 64 par minute. Quatrième étape, l'analyse de l'auriculogramme. Nous allons l'analyser surtout au niveau de D2, parce que c'est là où nous le voyons le mieux. Sa durée, 2 petits carreaux, 0,08. Son amplitude, 1 petit carreau et demi à peu près, 1,5 mm. Sa morphologie, monophasique, il n'a pas une double bosse ou une triple bosse, il a une seule bosse, et elle est positive. Donc, monophasique, positif, c'est la morphologie normale. Et puis l'axe. Pour l'axe, nous allons chercher là où l'onde P est la plus ample. Là, nous voyons qu'elle est la plus ample au niveau de D1 et de D2. Et qu'elle est également ample en D1 et en D2. Et donc, l'axe se situe exactement entre D1, qui est 0 degré, et D2, qui est 60 degrés. Et donc, l'axe serait à plus 30 degrés. Et donc, je récapitule, quatrième étape, l'analyse de l'auriculogramme nous retrouve une durée à 0,08 secondes, une amplitude à 1,5 millivolts, une morphologie positive et monophasique en D2, et puis un axe à plus 30 degrés. Cinquième étape, la mesure de l'espace PR au niveau de D2, du début de l'onde P jusqu'au début du QRS, il y a 4 petits carreaux et donc 0,16 secondes. Donc, la cinquième étape, l'espace PR est mesuré à 0,16 secondes. Sixième étape, l'analyse du ventriculogramme. Pour le ventriculogramme, nous allons également mesurer sa durée. 2 petits carreaux, 0,08 secondes.
Et donc, je disais, avec la mesure de la durée du QRS, nous allons mesurer la déflexion intrinsécoïde droite, qui est la durée du début du QRS jusqu'à son dernier sommet, où la déflexion intrinsécoïde droite se mesure en VA, la déflexion intrinsécoïde gauche se mesure en V6. Et donc, la déflexion intrinsécoïde droite, du début du QRS jusqu'à son sommet, ça fait à peu près la moitié d'un petit carreau. Et donc 0,02 secondes. La déflexion intrinsécoïde gauche, du début du QRS jusqu'à son sommet, ça fait à peu près un petit carreau et donc 0,04 secondes. L'amplitude, en fait, il n'y a pas vraiment une amplitude sur les QRS, mais plutôt des indices. L'indice de Lewis, c'est R en D1 plus S en D3, moins l'inverse, R, S en D1 plus R en D3. Et donc, ça nous fait ici 9 plus 0, moins 0, plus à peu près 7. Donc, 9 moins 7, ça nous fait plus 2. Nous sommes dans les normes. La norme, c'est moins 14 plus 17. L'indice de Sokolov, c'est S en V1 plus R en V5 ou en V6, là où c'est le plus ample. Et donc, nous avons ici à peu près 10 S. Et donc, ici, nous avons à peu près 12. Donc 10 plus 12, 22. L'indice de Sokolov est à 22. Il est inférieur à 35. Il est normal. L'indice de Cornell, c'est S en V3. Ici, ça nous fait 5, 8. Donc ça fait 8. Plus R en AVL. 1. 8 plus 1, 9. L'indice de Cornell est à 9. Il est inférieur à 20 lorsqu'il s'agit d'une femme, inférieur à 25 lorsqu'il s'agit d'un homme. Là, il est à 9. Il est donc dans les normes. Et donc, après les indices, la morphologie. La morphologie, il faut vérifier la morphologie au niveau de V1. Il faudrait qu'il y ait un petit r et un grand S avec R inférieur à S. Au niveau de V5, il faudrait qu'il y ait un R supérieur à un S, au S. Là, le S est à 0, donc le R il est forcément supérieur au S. Et au niveau de V6, il faudrait que R soit supérieur à 2 fois S. C'est le cas. Puis vérifier la zone de transition. La zone de transition, c'est l'endroit où, c'est la dérivation où le R devient supérieur au S. Ici, c'est en V4. Après la morphologie, c'est l'axe. Je reviens sur les dérivations standards, D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF. Je vérifie là où mon QRS est le plus ample. Ici, c'est au niveau de D2. Donc, mon axe tend vers D2. Est-ce qu'il tend vers D2 un petit peu vers D1 ou est-ce qu'il tend vers D2 un petit peu vers D3? Là, si nous comparons l'amplitude de D1 et de D3, on remarque qu'elles sont quasiment pareilles, si ce n'est 1 mm de plus au niveau de D1. Donc, c'est un petit peu plus proche de... en fait, c'est entre D1 et D2, mais c'est beaucoup plus proche de D2. Comme D2 mesure 2 fois D1, donc c'est 2 fois plus proche de D2 que de D1, ça serait plutôt vers les 40 ou les 50 degrés. Et
Et donc, je récapitule l'analyse du ventriculogramme. Sa durée est de 0,08 avec une déflexion intrinsècoïde droite à 0,02, une déflexion intrinsècoïde gauche à 0,04. Un indice de Lewis à plus 2, l'indice de Sokolov à 22 et l'indice de Cornell à, je ne me rappelle plus, 10 ou 11. La morphologie petit r grand S en V1, grand R en V5 et V6, avec une zone de transition en V4. Un axe à plus 50 degrés. L'analyse, donc sixième étape, l'analyse de la repolarisation. Le segment ST isoélectrique dans toutes les dérivations. L'onde T, elle est positive, elle est asymétrique d'abord, elle monte doucement et elle descend vite partout, et elle est positive, sauf dans les dérivations où elle est normalement négative. Elle est toujours négative en AVR, c'est le cas ici. Elle est souvent négative en VA, c'est le cas ici. Et enfin, la mesure de l'espace QT. L'espace QT, c'est du début du QRS jusqu'à la fin de l'onde T. Ici, c'est deux gros carreaux pleins, et donc l'espace QT est à 0,4 secondes. L'espace QT n'a pas de norme, sauf s'il est rapporté à la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça que nous allons calculer le QT corrigé. Le QT corrigé, c'est le QT mesuré, donc 0,4, divisé par la racine carrée de RR en secondes. Nous avons dit 4 gros carreaux et 4 petits carreaux, donc 4,8 gros carreaux. Ça nous fait combien en secondes? Ça nous fait... et donc 5, ça nous fait une seconde. Et si on enlève un petit carreau, donc on enlève 0,04 secondes, ça nous fait 0,96 secondes. Et donc, le QT corrigé sera égal au QT mesuré, 0,4, divisé par la racine carrée de 0,96 secondes. On va le trouver à peu près à 0,42 à peu près. Et donc, pour la sixième étape, je récapitule. Le segment ST est isoélectrique dans toutes les dérivations. L'onde T est asymétrique et positive, sauf elle est négative en AVR et en VA. L'espace QT est mesuré à 0,4 secondes pour un QT corrigé à 0,42 secondes. Enfin, nous avons fini. Et donc, pour ce qui est de l'étude synthétique, nous allons reprendre dans l'étude synthétique qu'il s'agit d'un électrocardiogramme qui s'inscrit en rythme sinusal régulier à 62 ou à 64 par minute. Et puis, nous allons réfléchir en silence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de la norme? Non. Et donc, on dira dans les limites de la normale. Et je vous remercie. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, de résumer un petit peu tout ce qu'il fallait dire. Vous avez probablement des questions, je suis à votre disposition, vous pouvez me les envoyer, je vous répondrai dès que possible. Voilà, bon courage.